Bon, bah écoutez, il est 18h02, je vous propose de commencer pour être ponctuel. Donc, bienvenue à tout le monde pour ce webinaire autour du numérique et de la stratégie internationale. Et notamment, on va en parler en ces temps de Covid. Je me présente, donc je suis Franck Jarry, le DG d'ADN Ouest. ADN Ouest, vous connaissez, réseau d'environ 600 entreprises du numérique sur la partie Pays de Loire-Bretagne. Et pour aujourd'hui, on organise et on en est très content avec IOC, International West Club, ce petit webinaire. Alors, je vais commencer, Pauline, par quelques petites règles pour ce webinaire. Alors, du coup, j'espère que vous êtes bien installés. Vous voyez déjà que nos participants, ils sont plutôt bien installés, notamment Denis Chira, vous voyez. Donc, il faut néanmoins éviter les distractions. Donc, on va vous demander, effectivement, comme vous l'avez fait, de couper votre micro durant les interventions de nos différents interlocuteurs. Pendant les interventions, vous pourrez utiliser le module converser ou le module discussion. Enfin, il y a deux petits noms sur le bouton pour pouvoir poser vos questions. Et puis, à la fin de chaque intervention, on prendra quelques minutes pour que vous puissiez poser vos questions. Et vous pourrez à ce moment-là lever la main avec le module participant et puis évidemment rallumer votre micro pour poser des questions. L'idée, c'est de se dire que là, nous ne sommes pas sur un événement avec 200 personnes, donc on a préféré le faire un peu en mode club et donc tout le monde pourra intervenir sans difficulté. Et puis évidemment, on vous donnera les éléments pour nous donner votre avis sur ce petit événement avant de se quitter. Donc, je suis ravi de faire cette petite introduction avec Laurent Stéphan. Donc, je vais te proposer de te présenter et puis peut-être de nous proposer quelques mots d'introduction sur ce sujet numérique et international. Et puis pour terminer l'introduction, je vous donnerai quelques éléments autour d'ADN Ouest et puis du réseau sur cette fameuse problématique internationale, parce qu'on a lancé, et c'est toujours en cours, mais je vais vous donner les premiers résultats d'une enquête qu'on a lancée dans le réseau autour de cette dimension intérêt pour le développement à l'international de nos adhérents. Laurent, je te laisse introduire quelques mots. Merci France, merci. Écoute, je suis super content qu'on puisse enfin organiser un événement. Alors, c'est quand même dommage qu'au moment où on est prêt, on ne peut pas se voir, mais c'est comme ça. Mais ça fait un petit bout de temps qu'on essaie de conjuguer un petit peu les thématiques du numérique. Moi, je suis adhérent d'ADN Ouest aussi, et de l'international. Et c'est l'histoire de l'IOC et d'ADN est assez longue déjà, puisqu'on a une collaboration depuis longtemps sur le booster, sur ADN Booster. Donc, je suis d'ailleurs ravi que mon ami Christophe Michel, qui est ici, se soit joint également à nous là-dessus, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais aussi très content qu'enfin on tape vraiment dans le dur, parce que l'international, même si la situation a un peu changé récemment, reste une opportunité de croissance pour les entreprises, notamment les entreprises du numérique qui sont qui génèrent vraiment de la valeur. Enfin, toutes les entreprises, y compris celles qui ont des entreprises, génèrent de la valeur, mais les éditeurs, les gens qui ont une vraie raison d'aller à l'international. Donc, c'est super d'organiser ça. Et voilà, l'objectif, ce n'est pas de me présenter de trop. Moi, vous me connaissez, je dirige Format Technologies. C'est une entreprise qui fait 90% de son activité à l'international. Donc, on est dans l'électronique, donc ça montre aussi, et les objets connectés, ça montre que à tous les adhérents d'ADN que on peut très bien être basé en France et en Loire-Atlantique et en Pays de la Loire et trouver ses marchés à l'étranger. Donc, et pour le coup, moi qui ai toujours travaillé à l'international, finalement, c'est quasiment logique. Et j'aimerais bien qu'on soit plusieurs, qu'on a tous là-bas. Tu mentionnais en préambule que jusqu'ici, j'organisais tous les ans une petite fête au CES où j'avais l'occasion d'inviter quelques adhérents d'ADN aussi. J'espère qu'on pourra le faire cette année. Ce n'est pas encore voté, mais voilà, je suis très content.
en tout cas, je me réjouis que la situation revienne à la normale et qu'on puisse enfin repartir à l'attaque. Voilà. Je vous souhaite quand même à tous un bon séminaire. Il y a des super, speakers aujourd'hui qui ont plein de choses à dire. Et puis en fin de course, en conclusion, on essaiera de voir, on comptera le nombre de gens de chez ADN qui va rejoindre l'IOC et vice-versa. Exactement. Ouais, merci Laurent. Merci en tout cas de ton investissement. Et puis effectivement, quand on parle, nous, ADN, on se positionne humblement sur vraiment une expertise du digital, mais l'international, ce n'est pas notre sujet premier. Quand on parle de digital et de solidarité, on va bosser avec des associations dont le métier, c'est la solidarité, etc. Donc, c'est toujours, on le dit, mais c'est toujours faire avec les autres qui amène au plus beau projet. Et c'est pour ça qu'on bosse avec vous, IOC, et puis la région notamment. Vous verrez l'intervention de Jeanne tout à l'heure. Juste quelques éléments sur l'enquête en cours ADN Ouest. Donc, c'est vraiment une enquête qui est là pour mesurer l'intérêt du réseau ADN pour les sujets internationaux et comment on peut accompagner le réseau dans cette dynamique-là. Bon, aujourd'hui, c'est partiel, on n'a pas encore assez de réponses pour que ce soit représentatif, mais il faut avoir, par rapport à ceux qui ont répondu, ils sont 40% à ne pas faire d'international du tout aujourd'hui. Ils sont 40% également à faire 1 à 10% de leur chiffre d'affaires à l'international, et puis le reste, c'est un peu moins majoritaire. Ça, c'est le premier élément. Pourquoi ceux qui font de l'international, pourquoi ils le font? Ils nous le disent qu'ils le font essentiellement pour un relais de croissance. D'accord? Donc ça, c'est vraiment une diversification et une croissance de chiffre d'affaires. Globalement, les zones de développement à l'international, pour ceux qui ont répondu, c'est essentiellement l'Europe et l'Amérique du Nord. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que certains ne font pas en Amérique du Sud, en Asie ou autre, en Afrique, mais globalement, c'est plutôt l'Europe. Et d'ailleurs, à noter que les perspectives de développement international, pour ceux qui ont répondu sur 2021-2022, c'est plutôt l'Europe. D'accord? Alors, ça ne va pas vous étonner, on est dans un contexte où, bizarrement, on se dit que c'est peut-être plus simple de se développer en Europe actuellement avec la crise sanitaire. Et je pense, et je vois sourire Denis, qui pourra nous l'illustrer brillamment parce que c'est exactement son cas. Et puis, dernier élément, les freins qui sont retenus au développement international aujourd'hui, toujours dans ce contexte des répondants, c'est toujours la dimension réglementation qui fait peur, les complexités bilatérales entre les pays, la complexité de devoir adapter l'offre, adapter son offre pour l'international, qui est marquée assez fortement dans l'enquête. Et puis ça, c'est intéressant et je pense que Jeanne pourra nous apporter des réponses sur le manque de contact sur place pour pouvoir favoriser le développement. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est un petit teasing pour les résultats définitifs de l'enquête qui auront lieu dans quelques semaines. Il est 18h10, c'est le moment où on arrête de faire du blabla avec Laurent. Et comme l'indique le slide, c'est parti. Alors, merci beaucoup. Je vais passer la parole en premier à Denis, qui se présentera, à Laurent, à Gaël, qui vont tous les trois vous faire des retours d'expérience assez différents. Un premier retour d'expérience qui est vraiment terrain, retour concret de développement à l'international. Laurent, qui lui va donner une vision plutôt... oui, mais il y a quand même cette dimension cybersécurité qui nous interroge dans un développement à l'international, notamment autour de la mobilité, quand on se déplace, quelles sont les précautions à prendre au niveau cyber. Et puis Gaël, qui est aussi, tous sont adhérents ADN, mais et Gaël, qui est fondateur d'Hollyworking, qui propose une nouvelle manière de pouvoir se développer à l'international en envoyant des salariés, des collaborateurs télétravailler aux quatre coins du monde. Et puis Jeanne, merci Jeanne d'être avec nous. Je ne sais pas quelle heure il est à Abidjan, mais je crois que c'est 2-3 heures plus tôt, qui est en direct donc de la Côte d'Ivoire et qui est une des envoyées
spéciaux, puisqu'il y a des hommes, je crois, de la région sur la planète et qui peuvent nous aider aussi pour notre développement. Et puis évidemment, on aura un temps d'échange et de conclusion après. C'est parti, Denis, la main est à toi. Merci Franz, merci Laurent. Moi, ce que je vais vous raconter, c'est la petite histoire d'une PME de la Chevrolière, sud de Nantes, qui a décidé d'aller se promener à travers le monde, puisque c'est ce qu'on a fait depuis quelques années. De manière très concrète, en fait, mon métier, le métier de l'entreprise, c'est de développer des feuilles d'émargement numériques pour remplacer les feuilles papier, essentiellement au sein des organismes de formation pour tous ceux qui ont accueilli un alternant dans leur vie, dans leur entreprise, ou qui ont suivi une formation professionnelle financée par un OPRO. Vous savez qu'à chaque demi-journée à l'école, on va être obligé de signer du papier. C'est effectivement très consommateur. Et la petite histoire a commencé il y a 4 ans maintenant avec une école quelque part à ADN Ouest, ou du moins qui faisait partie, qui est l'école IMIE, dans laquelle mes alternants faisaient du papier. Et un certain directeur de cette école de l'époque m'a un jour demandé de venir, m'a proposé une pizza en échange d'un conseil, en me disant mais qu'est-ce qu'on peut faire de ce papier, sachant que je travaille dans le monde de la numérisation. Historiquement, on faisait des logiciels de GED, donc on faisait tout ce qui était scan papier pour les administrations et les entreprises. Et là, on s'est attaqué au monde de l'éducation et on a trouvé effectivement des piles de papier monumentales et monstrueuses dont je ne comprenais pas vraiment l'utilité, si ce n'est que pour faire payer quand on est une école, on a besoin de fournir un justificatif de présence de ses alternants, de ses étudiants. Problème étudié en 2016, une vraie contrainte juridique, puisque le texte de loi lié à la formation professionnelle imposait par la rédaction juridique des feuilles papier. C'était écrit feuille d'émargement, feuille juriste égale papier, et donc pas de possibilité, ou du moins pas de solution sur le marché permettant de faire ça en numérique à cette époque. Et on a fait le pari, un an avant le décret, de se lancer sur un développement. Donc, prototype réalisé avec des étudiants de l'école. C'était assez sympa dans le contexte, puisqu'on a fait bosser des alternants sous forme d'un petit groupe de travail le soir qui ont construit un premier prototype de solution d'émargement numérique. Et on a fait le pari de réorienter toute l'activité de la société sur ce secteur-là. On avait la chance d'être sur une certaine maturité, on va dire, de nos produits précédents. Ça faisait 15 ans qu'on avait des produits jet qui étaient bien vendus, on avait de quoi investir et de quoi financer. On a fabriqué un produit et autour d'une pizza, on l'a mis en ligne en 2016. On a fait quelques prototypes, alors d'école nantaise IMIE, puis Innov, les deux sites sur lesquels on a effectivement testé nos produits. Et là, quelque part, coup de bol, il en faut dans la vie. En 2017, la réglementation change. Le ministère, la DGFPG, transforme le code du travail en y introduisant le mot attestation d'assiduité, qui veut dire numérique. Et ça ouvre les portes de tous les financements, en particulier au Pro, Pôle emploi, région et tout ce qui tourne autour. On a donc vécu une période un peu euphorique, 2016, 2017, 2018. On était tout seul sur le terrain, avoir un produit, personne ne l'avait puisqu'on était très avant la garde. On avait aussi quelques difficultés pour faire croire en notre projet numérique, personne ne le faisait en France, donc toujours difficile d'aller voir des grands comptes et des écoles en leur disant mais allez-y, prenez le risque, on verra si les OPRO vous financent. C'est à peu près ça le message de l'époque, mais on a gagné. Et on a donc vraiment une croissance extrêmement rapide à 3 chiffres tous les ans depuis cette période-là. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est 30 personnes. C'est quelques 100 millions de signatures dans nos bases de données. C'est plus d'1 million de chiffres d'affaires en partant de zéro il y a 3 ans. Et dans cette histoire, on est allé chercher des clients, d'abord des écoles. Donc le nom « Je suis en cours » avait toute sa cohérence en termes de libellé. Et quelque part, avec la croissance, on a signé Kiabi. Alors, on n'était plus en cours, on était dans les vêtements, on faisait des formations effectivement au niveau des magasins. De Kiabi, on a signé AXA. Et de AXA, on a signé Michelin. Alors tout ça, ça s'est fait petit à petit. Tu peux avancer d'un slide, Pauline, au passage. Et on est donc arrivé sur un monde de l'industrie, alors qu'on est parti d'un CFA de formation et d'une école, avec des demandes évidemment très différentes. Quand on est chez Michelin, on a besoin de faire de la formation en arrêt de production la nuit sur des usines. Lorsque la machine tombe en panne, on fait quoi des salariés? On les met en formation pendant 3 heures. Le tout à la volée, évidemment, tout ça n'est pas planifié, mais ça permet effectivement d'utiliser les heures creuses en les faisant financer par les OPCO, tout en ayant une usine qui continue à travailler sans perte de financement. Alors Michelin, c'est beau, c'est à Clermont-Ferrand, c'est au centre de la France, c'est sympa, j'ai fait je ne sais pas combien d'allers-retours en voiture. Il n'empêche que Michelin-Clermont-Ferrand ne gère pas que Clermont-Ferrand, ils sont dans 17 pays dans le monde, et ils m'ont demandé de traduire le site en anglais, sachant qu'on s'appelait à cette époque-là « Je suis en cours », non français pour les écoles, « Je suis en cours », c'était logique, je signe, je suis en cours, tout va bien.
Michelin nous demande de mettre le site en anglais, on le fait pour les filiales Michelin, on le planque dans un coin, on fait une traduction, on le planque dans un coin, on ne le référence pas dans Google, on interdit les robots d'aller le chercher justement pour éviter, on n'était pas mûr pour l'international. Ce qui se passe évidemment se passe derrière. Jean-Pierre me dit plus fort, j'espère que tu m'entends bien. Ce qui se passe effectivement, c'est que Michelin signe le projet, mais pas que. Sur le coup, le site qui avait été planqué des robots US a généré du trafic entrant des États-Unis. On a eu une dizaine de demandes en l'espace de 3 mois, alors d'universités, d'un équivalent Pôle emploi local, d'un centre de langue, d'une école qui faisait de la spécialisation sur la rééducation, avec la même problématique des feuilles d'émargement. Et on s'est dit, c'est pas possible aux États-Unis, ils ont 20 ans d'avance sur nous dans le numérique, ils ont forcément créé la solution qui va bien, il suffit de la chercher, on va la trouver. On ne l'a pas trouvée. On l'a cherché. Alors, on a trouvé des choses qui permettaient de faire de la gestion de présence, de pointage, etc., mais on ne l'a pas trouvé. Et donc, on s'est retrouvé beaucoup trop tôt dans le planning prévu. On n'était pas encore mûr pour l'international. Le produit n'avait que 3 ans, on était en pleine croissance en France, mais on s'est retrouvé avec des demandes sur lesquelles on ne pouvait pas dire non. Clairement, voilà, on s'est dit, on ne va pas dire non. Moi, à titre perso, j'ai toujours aimé les voyages, j'ai toujours aimé les déplacements. Miami, en particulier, est un des endroits que j'aime beaucoup. Les États-Unis ne se limitent pas à Miami. Il y a aussi le nord-est et la côte ouest. Toujours est-il que voilà, on a décidé à ce moment-là d'y aller en se disant on va prendre le risque de se déployer aux États-Unis. On avait la chance, on va dire, d'être financé par les revenus internes. On n'avait pas de problème, on va dire, économique. Et on a donc lancé, en 2019, on a lancé en fait une action. La première a été d'aller sur place, comprendre comment ça marchait. Donc moi, j'ai à peu près sacrifié une semaine par mois. Non, j'ai bénéficié d'une grande chance d'aller une semaine par mois aux États-Unis sur une petite année, où je suis allé rencontrer les prospects qu'on avait identifiés pour comprendre les besoins locaux, qui étaient effectivement très différents des besoins français. On avait une culture américaine qui n'avait pas le même niveau d'exigence, en termes de rapidité, de réponse, de qualité, de ponctualité, choses qui en France peuvent être acceptables, évidemment. Quand ça ne doit pas arriver, ça arrive. Là-bas, sur le territoire, effectivement, les demandes étaient très fortes et on a bien compris tout de suite que si on ne s'installait pas sur place, on aurait énormément de mal à vendre depuis la France, pour 2 raisons. La première, c'est pour une question de culture et la deuxième, c'est le décalage horaire. Un Américain qui vous demande quelque chose, il n'attend pas 8 heures qu'on lui réponde lorsqu'il est le soir ici et le matin là-bas. On a donc fait le pari de trouver un VIE, parce que l'investissement d'un local sur place, effectivement, c'est un budget, c'est un risque, il faut le piloter, il faut le comprendre. Et on est donc allé chercher un VIE, pour ceux qui ne connaissent pas le volontariat international à l'étranger, qui permet pendant une durée de 12 à 24 mois d'avoir un Français de préférence totalement bilingue, ce qui est le cas de celui qu'on avait trouvé, capable de se déployer sur place et d'accompagner les premiers déploiements. La chance qu'on a eue, alors la chance, ce n'est pas une chance, le choix qu'on a fait de Miami était lié d'abord au palmier, je vais être honnête, ça c'était mon choix personnel. La deuxième raison, c'est que j'ai rencontré sur Miami la French Chamber of Commerce of International, la French CCI sur place, sur lesquels on a eu énormément d'aide pour la création d'entreprises, pour trouver notre CPA, notre expert comptable local, qui est un Français installé aux États-Unis depuis des années, mais qui comprend ce qu'on dit en français et qui sait le traduire en juridiction et en réalité américaine. Et cette microéconomie où on rencontre effectivement des Français installés sur place avec une véritable aide, un vrai soutien. Moi, j'ai vu des dizaines de réunions avec eux. Ils m'ont filé des tas de tuyaux que j'aurais jamais trouvé d'ici. Donc, j'étais sur place, j'ai créé la structure, j'ai tout monté, on était prêt à lancer. Le VIE était embauché, on avait fait des adaptations logicielles, je en parlerai un peu plus tard, nécessaires au territoire américain. Et évidemment, on se retrouve en mars 2020, devinez ce qui se passe, le Covid arrive. Covid égale plus de vols, plus de frontières, plus de visas, plus de VIE. Donc on se retrouve effectivement avec quasiment tout prêt et un plantage lié à la pandémie qui nous a bloqués sur le déploiement, en sachant qu'on avait quand même investi déjà des choses dans l'infrastructure, dans les adaptations logicielles. On ne s'est pas découragé. On aurait pu baisser les bras. Alors pour l'instant, on a fait pause. Vous imaginez bien que voilà, sur le territoire américain, sans que le VIE n'ait eu le temps de partir, en fait, il s'est fait couper à peu près 3 semaines avant son départ. Le vol était déjà pris, tout était planifié, mais il n'a pas pu y aller. Donc on a annulé cette mission-là. Mais on ne s'est pas abandonné puisqu'on avait déjà étudié, on avait fait une étude internationale sur les pays intéressants et on avait trouvé effectivement l'Espagne qui faisait partie également des choses intéressantes. Donc on a décidé de faire aux États-Unis, donc la société existe, elle est créée, elle est opérationnelle, mais elle ne fait pas de vente puisqu'on n'a personne sur place, ce n'est pas l'objectif. Et on a rebondi sur le territoire espagnol, là encore, je le dis clairement, grâce à l'aide de la région qui nous a filé un coup de main déjà pour le financement du VIE États-Unis,
et qui nous a gentiment transféré, vu le contexte sanitaire, notre financement VIE États-Unis sur un VIE Espagne. Il faut savoir que la région Pays de la Loire prend en charge quasiment une année entière de salaire. Enfin, il ne reste pas grand-chose à charger à l'entreprise. Pour donner un ordre d'idée, ça coûte 800 € par mois à l'entreprise pour avoir un bac+5 capable de se déployer sur le terrain, après que la région ait pris effectivement la première année. La deuxième année, on la paye nous-mêmes, mais c'est tout à fait logique vu la prise en charge. C'est vraiment une super aide. Voilà. Ça nous a permis de déclencher. Je ne pense pas que j'aurais pris le risque d'envoyer un Américain comme ça, from scratch, si j'avais dû tout payer de ma poche sur le territoire. Donc, on a fait effectivement la bascule. Sur l'Espagne, on s'est retrouvé confronté à d'autres problèmes. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le cycle de vente est complètement différent de ce qu'on fait chez nous. Chez nous, on a l'habitude d'avoir les gens, on les appelle, on leur fait des devis, etc. Aux États-Unis, ils veulent tester, essayer, si ça marche, ils achètent. On n'est pas du tout dans le même modèle. Le try and buy, on peut le faire en France, mais clairement, on n'arrive pas à bailler. Aux États-Unis, c'est l'inverse. Le gros devis lourd est compliqué quand on est dans le numérique, qu'on a une solution SaaS. Il vaut mieux que les gens essayent, ils nous disent c'est bon, je valide derrière. Donc, on a dû repasser d'une stratégie freemium États-Unis à une stratégie haut de gamme Espagne. Et on a dû également adapter au contexte économique espagnol, à savoir que les organismes de financement, qui s'appellent Funday sur l'Espagne, ont des exigences très différentes des OPCO en France. Donc, il a fallu une deuxième fois adapter le produit. Alors, je ne parle pas de traduire, je parle vraiment d'adapter une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle interface, une nouvelle façon de signer, une nouvelle contrainte juridique, une nouvelle validation, ce qui nous a pris à peu près 6 mois. Recrutement du deuxième VIE, envoi sur l'export Espagne en novembre de l'an dernier. On est aujourd'hui à plus de 6 mois sur place avec un produit qui est quasi opérationnel. Alors, on se parle, ça nous a mis 6 mois pour tout adapter et on est sur les premières ventes qui arrivent. Donc voilà, l'idée, c'était effectivement de ne pas abandonner tout l'effort qu'on avait fait à l'international. D'ailleurs, moi, j'attends qu'une chose, c'est que les frontières se réouvrent, j'espère, en fin d'année, pour qu'on puisse réactiver notre VIE Miami, puisque l'idée, c'est également de repartir là-bas. Avec une stratégie, je disais, qui n'est pas celle de France. Aux États-Unis, on met le produit en gratuit, on laisse tester pendant 1 an. Alors, il faut le financer, hein. Ça a des coûts, ça a des budgets. Et ensuite, on essaye de récupérer des comptes qui, par le côté gratuit, sont rentrés dedans. Quand on arrive sur le territoire américain, personne ne nous connaît. Quand on est en France, on est connu comme le leader de l'émargement et voilà, tout le monde nous connaît en France sur ce métier-là. Là-bas, on est des parfaits inconnus. Donc, arriver avec la même stratégie qu'on a déployée au national, ça ne marchera pas, ni sur les prix, ni sur la stratégie. Donc voilà, dans les quelques points que je retiens, on en parlait tout à l'heure, l'adaptation, c'est effectivement très important. Typiquement, on ne peut pas utiliser de l'hébergement européen pour mettre une signature aux États-Unis. Donc, on a dû dupliquer les serveurs sur le territoire américain. Donc, le choix de l'hébergeur était important. On était chez OVH et on a dû passer chez Microsoft. Alors, on a volontairement passé chez Microsoft pour pouvoir justement bénéficier d'un cluster symétrique États-Unis-France. La culture de vente, on a bien vu qu'elle était complètement différente, c'est-à-dire même la stratégie de positionnement sur du numérique, ça ne se vend pas de la même façon en fonction du pays. Alors, l'Espagne et la France, à l'inverse, on a quand même trouvé de fortes similarités. Voilà, on est sur les territoires où on est effectivement en confiance. Sur l'Espagne, on s'est fait accompagner par Business France. Super boulot de l'équipe Barcelone, là encore. Vraiment des félicitations parce qu'ils ont aidé mon VIE pour toute la partie contact, relationnel, salon, positionnement, marché, marketing. Donc, ils nous ont vraiment filé un super coup de main. Et à côté de ça, on parlera peut-être des aides un petit peu tout à l'heure, mais on a bénéficié d'une aide prime export, ce qui permet de financer les études sur un territoire étranger. Et on vient de bénéficier du chèque relance pour faire des actions marketing sur l'Espagne. Donc, mis tout ça bout à bout, ça permet effectivement à une PME qui n'a pas forcément 250 000 € à mettre à l'export, ce n'est pas ce qu'on a mis, de se déployer effectivement avec des aides au début, évidemment des aides, et après il faut vendre, parce que si on ne vend pas à un moment donné, ça ne va pas durer longtemps, ce n'est pas de vivre des aides. Voilà à peu près le résumé, je ne sais pas si j'ai mis 10 minutes, peut-être un tout petit peu plus, mais je suis à peu près dans les clous. C'est super. Merci Denis. Est-ce que vous avez des questions pour Denis? On peut en prendre une ou deux avant de passer à la dimension cybersécurité. Moi, j'ai une petite question. Hein. Je peux poser une question? Oui, monsieur Stéphane, vous pouvez poser une question. J'aimerais bien que tu nous dises, parce que finalement, j'ai bien compris le produit, hein, mais j'ai bien compris quel était le marché en France. Mais alors peut-être que tu vas justement démystifier tout ça, mais j'ai un peu l'impression qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes obligations dans les autres pays qu'en France. Et est-ce que ça veut dire que sur chaque pays, finalement, tu vas devoir adapter ton produit?
Oui, la réponse est clairement oui. En France, on doit être les plus gros mangeurs de papier, je pense, au niveau mondial, avec l'étude qu'on a faite. Clairement, les Espagnols sont seconds, les Italiens sont troisièmes, si je calcule la quantité de papier administratif nécessaire au monde de la formation. Les Américains n'ont pas la contrainte. Mais dans un contexte de suivi de demandeurs d'emploi aux États-Unis, ils sont 1000 fois plus stricts que nous. Et à l'inverse, ils vont exiger de la part du demandeur d'emploi des preuves de chacune des actions qu'il a réalisées, pas juste un tampon reçu à l'accueil en disant c'est bon, je suis allé démarcher. Donc c'est pour ça que les career centers, comme ils appellent ça localement, ont ces demandes. Dans les autres demandes rigolotes, on a les centres pénitentiaires pour les travaux forcés des gens en prison. C'est monnaie courante là-bas. En fait, les travaux d'intérêt généraux, c'est absolument monnaie courante. Et en fait, les prisonniers sortent la journée pour aller travailler dans des entreprises, des collectivités, que ce soit nettoyer la plage ou donner un coup de main à la mairie. Et dans ces contextes-là, ils ont l'obligation de ramener effectivement des preuves de signature, des papiers signés de la part des employeurs, on va dire, des prisons. Donc, on est sur des marchés de niche qui n'ont rien à voir avec le financement des OPCA en France, d'où l'obligation d'adapter. C'est clair. Merci Denis. Peut-être une deuxième question avant de passer à la partie cyber. Bon, je sais que Laurent avait envie de poser plein d'autres questions, mais Pascal nous dit comment tu as identifié les aides pour l'international? Comment j'identifie les aides? Il y a un super site en ligne sur Internet qui donne ça. Et puis clairement, après, je suis allé passer quelques coups de fil dans les gens qu'on connaît bien. Voilà, entre ADN et IOC, moi je suis adhérent des deux. C'est effectivement, on arrive toujours à trouver quelqu'un qui a le tuyau. C'est vrai que le réseau a fait énormément. Ça a beaucoup aidé. Oui, en fait, tu dis qu'il faut être adhérent d'IOC et d'ADN. Bah, c'est parfait. C'était l'introduction de Laurent. Mais sincèrement, moi, ça m'a énormément aidé. Je suis adhérent d'ADN depuis des années. Et c'est vrai que le boost qu'on a eu et l'envie qu'on a envie d'aller sur cet international et globalement de se déployer, sans l'aide du réseau, ça m'aurait franchement embêté. J'avais l'impression d'être tout seul dans ma PME il y a 15 ans. Quand j'ai rencontré M. Chappé, qui est là dans un coin et qui m'a dit un jour, il faut que tu viennes manger, tu dois être adhérent d'ADN. À l'époque, j'ai effectivement grandi beaucoup. Je rappelle que Denis, on s'est croisés dans une expédition à San Francisco. Donc le réseau marche assez bien. Hein. Exactement. Il y a longtemps. Il y a Las Vegas. Et à Las Vegas, oui. Bon, merci beaucoup. Merci Denis. Hein, puis on aura d'autres moments en fin de session pour échanger plus largement. Je vous propose de passer la parole à Laurent Guillet qui va se présenter et qui va nous parler effectivement notamment de mobilité. Parce que, par exemple, Denis, tu t'es déplacé pendant un an, tous les mois, pendant une semaine, tu disais aux États-Unis. Et ça mérite peut-être quelques précautions. Laurent, tu as la parole. 10 minutes. Merci, je vais essayer de tenir ce temps. Effectivement, donc pour me présenter, Laurent Guillet, je suis senior manager chez Wavestone. Ça fait un peu plus de 10 ans que je suis chez Wavestone et que je travaille sur le domaine de la cybersécurité. Wavestone, on est un cabinet de conseil en transformation et cybersécurité. Et donc, sur le volet cyber, on accompagne notamment les entreprises, y compris les grands groupes et les grandes organisations, sur leurs problématiques de cybersécurité, y compris des grands groupes internationaux. Donc, ça fait partie des problématiques qu'on adresse. Côté ADN OS, je suis aussi copilote de la communauté cybersécurité, d'où ma présence aujourd'hui. Donc, sur le volet de l'international, finalement, la cybersécurité, la question qu'on va se poser, c'est quel nouveau risque ça pose, ce développement de l'international, enfin ce développement à l'international. Et on va le traiter sous 3 angles. Effectivement, la partie mobilité, se développer à l'international, on l'a vu dans ta présentation, Denis, hein, c'est beaucoup de déplacements pour aller rencontrer les acteurs, les partenaires, les prospects, futurs clients, tisser des partenariats, donc beaucoup de mobilité. Donc il y a un certain nombre de risques liés à la mobilité. Certains sont spécifiques à l'international, d'autres sont évidemment génériques à toute situation de mobilité. Ensuite, un deuxième volet qu'on va adresser, c'est le cas de l'implantation. On commence à se développer, on envoie un salarié, on crée une filiale, on fait une acquisition, on crée un partenariat avec une JV par exemple. Donc là c'est une autre typologie de risque. On va avoir une extension de l'entreprise et de son système d'information sur une nouvelle plaque géographique. Et puis, le troisième volet, mais qu'on va adresser très, très rapidement, c'est effectivement le volet réglementation. Il y a beaucoup de contraintes réglementaires, on en a parlé, c'est vrai sur plein de domaines, et notamment en cybersécurité. Il faut aussi faire de la veille et être vigilant à ce qu'on fait avec ses données, avec son système d'information, parce que tout n'est pas autorisé et il faut faire attention à cet aspect réglementaire. Voilà, donc si on passe sur le premier volet, qui est le plus riche finalement, la mobilité,
la mobilité, toute situation de mobilité amène des risques. Donc là, j'ai essayé de catégoriser ça en différents risques. Si on avance là sur le détail du premier, sans vous lister tous les exemples, mais quand on va aller à l'international, c'est des demandes d'entrée sur le territoire, c'est des demandes de visa. On va vous demander beaucoup d'informations, parfois des informations très détaillées sur la stratégie, votre cible, des informations qui, en termes d'intelligence économique, peuvent être capitales pour un concurrent, pour un État, pour savoir un petit peu sur quoi vous travaillez, vos sujets de recherche, vos actualités de développement. Le deuxième sujet qu'on peut avoir aussi autour de ça, c'est les applications qu'on va vous demander d'installer. Du Stop Covid-like, mais aussi des applications pour accélérer vos passages aux frontières, aux aéroports, des applications qui peuvent donc récupérer aussi des données personnelles, faciliter votre traçage, vos activités, vos déplacements dans le pays, etc. La deuxième catégorie de risque, c'est tout ce qui est vol de terminal. Ça, c'est commun à tous les déplacements. Il n'y a pas besoin d'aller à l'international, mais forcément, l'échange de sacs dans les transports, le remplacement d'un PC lors d'une convention, parce que toutes les entreprises ont à peu près 2 modèles de PC, l'intrusion dans les hôtels, y compris dans le fameux coffre-fort qui fournit un faux sentiment de sécurité, on le vole dans les lieux publics. Donc ça, c'est des risques qui existent dans toute situation de mobilité. Il n'y a pas besoin d'aller à l'international, mais forcément, plus on fait de déplacements et plus on va loin, plus le risque est accru parce qu'on est plus longtemps en situation de déplacement de mobilité et dans les lieux publics, par exemple. On a ensuite tout un risque lié à la compromission des équipements. Lors de passage aux frontières, vous pouvez avoir des états où vous êtes obligé d'allumer vos matériels, voire de laisser vos PC à la douane. On a aussi vu chez des clients des saisies de matériel informatique à la douane. Donc là, vous ne le récupérez même pas, votre matériel. On peut vous obliger à télécharger des applications. Et ensuite, vous pouvez vous connecter à des réseaux, à des équipements non maîtrisés. Et tout ça, ça peut donner lieu à un vol de données sur le terminal, comme le vol précédent finalement du PC à part entière, mais aussi à une compromission, l'installation d'un code malveillant sur votre PC, par exemple. Ensuite, il y a tout un volet écoute des communications. Vous êtes dans un pays, vous rencontrez des prospects, vous négociez des affaires, vous complétez des appels d'offres, vous gérez votre entreprise à distance et vous traitez aussi de la stratégie, de tous vos sujets chauds, développement, etc. Attention aux équipements que vous utilisez. Si vous utilisez le PC de l'aéroport, le Wi-Fi public de l'hôtel, tout ça, c'est autant de failles qui peuvent être utilisées par des attaquants. Il y a aussi de la surveillance étatique pour de l'intelligence économique. Si vous êtes dans un secteur très concurrentiel, un secteur visé par un État qui fait un petit peu d'ingérence économique, qui est intéressé par un sujet sur lequel vous travaillez, on peut imaginer des scénarios, c'est des choses qui se voient, d'ingérence étatique et d'écoute des communications basées sur des mots-clés, sur des secrets d'affaires, des secrets de fabrication qui peuvent déclencher des écoutes. Et puis, vous partez à l'international, vous avez votre prospect qui est tout prêt à signer, vous partez tout de suite et vous n'avez pas d'accès à distance, vous pouvez avoir tendance parfois à l'ouvrir un petit peu trop rapidement. Et attention, parce que si vous ouvrez vos accès à distance au SI d'entreprise un peu trop rapidement, on s'expose aussi à des failles. Et là, c'est toutes les cyberattaques habituelles qui peuvent survenir. Merci Laurent. Et Laurent, je me permets de te couper. L'idée, c'était de donner envie d'aller à l'international. Exactement. Donc si tu peux donner les clés, ça serait bien aussi. Et voilà. Et donc les clés, j'en ai même plus que des risques, vous allez voir. Et finalement, le message, c'est que pour tout ça, il y a des mesures. Et en fait, il faut adapter son niveau de vigilance et le niveau de mesure qu'on met en place au risque. Le moindre déplacement n'est pas synonyme d'attaque étatique probable sur vos secrets industriels. Donc, il faut quand même garder à l'esprit que tout ça, c'est une question de compromis, comme toute gestion d'entreprise. Vous gérez des risques en permanence et vous prenez des décisions par rapport aux risques. Donc, typiquement, le vol de données personnelles, vous ne pouvez pas ne pas remplir votre demande de visa ou ne pas installer l'application obligatoire. Mais ce que vous pouvez faire, c'est ne pas donner plus d'informations que nécessaire. Si on ne vous demande pas des détails, vous pouvez mettre juste le niveau d'information requis. Il ne faut pas mentir non plus, ça pour répondre sincèrement si vous ne voulez pas être bloqué aux frontières, voire pire emprisonné. Mais ce n'est pas la peine de fournir des détails sur votre stratégie, vos prochaines affaires signées, vos cibles d'acquisition, etc. Quand vous installez des applications, vérifiez bien la provenance et les permissions aussi autorisées sur le téléphone. Ce n'est peut-être pas la peine qu'une application ait accès à tous vos contacts. Voilà, c'est des choses qui peuvent se paramétrer, qui peuvent se vérifier à minima. Sur les considérations de vol de terminal, pas mal de recommandations aussi. Là, déjà, sauvegardez vos données. On n'est pas sur la confidentialité, mais vous serez bien embêté d'avoir perdu toutes vos données si elles ne sont pas sauvegardées, évidemment. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, les mesures classiques, ne pas laisser ces terminaux sans surveillance, protéger le terminal avec un contrôle d'accès, éventuellement du chiffrement. N'emportez que les données strictement nécessaires. Si vous allez dans un pays où vous savez qu'à la douane, on peut prendre votre PC, où vous n'avez pas parfaitement confiance, c'est peut-être pas la peine de prendre toute la base client, de prendre tous vos appels d'offres en cours, etc. C'est un petit peu dommage. Donc, on peut aussi limiter l'exposition des données en partant avec le moins de données possible en les protégeant.
puis mettre des signes distinctifs sur vos équipements pour limiter les risques d'échange ou d'erreur qui peuvent donner lieu à des pertes ou vols d'équipements. Contre la compromission d'équipements et les douaniers qui fouillent un petit peu dans certains pays vos équipements, vous pouvez partir avec des matériels complètement banalisés. Votre PC, il est vierge, il est vide. Vous accéderez avec des solutions sécurisées au système d'information de l'entreprise et ou à vos données, mais c'est peut-être pas la peine de partir avec du matériel qui contient beaucoup de données. Essayez d'éviter les réseaux non maîtrisés dans les salons, les conventions, sur les partenaires, voilà, qui peuvent être faciles d'accès, les Wi-Fi qu'on vous met à disposition, mais dans la mesure du possible, privilégiez vos outils informatiques, votre clé 4G, votre smartphone avec votre abonnement en mode modem, etc., pour utiliser au maximum vos équipements et les moyens de communication dont vous disposez. Évitez de connecter n'importe quoi à ces terminaux, évidemment. Et puis, si vous avez des doutes, changez vos codes d'accès et puis faites vérifier votre équipement par votre équipe sécurité ou un professionnel si jamais c'est nécessaire, en fonction du risque et du niveau de doute, évidemment. Sur l'écoute des communications, tout n'est pas critique. Donc, encore une fois, il faut adapter sa protection au niveau de risque. Mais si vous avez vraiment des informations confidentielles, que vous discutez des prix sur l'appel d'offres sur lequel vous travaillez et qui est l'objet de votre visite dans le pays et que vous savez qu'il y a des concurrents locaux, là, il faut utiliser des moyens de communication parfaitement sécurisés. Donc, vous avez plein de messageries sécurisées, messageries instantanées qui peuvent permettre d'échanger des données en toute confidentialité. Et puis, encore une fois, utiliser les moyens d'entreprise et faire preuve de discrétion dans les lieux publics, par exemple. Et sur l'accès à distance vulnérable, là-dessus, en fait, ouvrez vos accès à distance de manière sécurisée. Alors, c'est simple à dire, c'est pas forcément simple à faire quand on est dans l'urgence. Mais par contre, ce qui est plus simple à faire, c'est de demander éventuellement à un professionnel un test d'intrusion ou un audit de sécurité, ce qui, sur un point d'accès externe, n'est pas forcément coûteux et ce qui peut vous permettre d'avoir un bon niveau d'assurance sécurité sur le niveau de protection que vous avez pour éviter de rendre votre SI trop poreux. Voilà. Donc finalement, plein de choses, mais aucun risque n'est trop élevé et évidemment, à chaque fois, c'est à vous d'adapter le niveau de risque au niveau de protection, sachant que sur des publics de dirigeants, de VIP, de responsables de R&D, forcément, le risque est accru en situation de mobilité de ces personnes-là par rapport à d'autres collaborateurs de l'entreprise. Ensuite, sur la partie implantation, là aussi, on s'expose à de nouveaux risques. On étend la surface de l'entreprise et de son système d'information. On va dans de nouvelles plaques géographiques, on va sur de nouveaux pays. Forcément, on expose la surface d'attaque. Et donc là, j'ai découpé en 3 volets cette vision risque, si on peut les afficher. Donc d'abord, tout simplement, vous avez des filiales, vous avez des extensions de votre système d'information qui peuvent être utilisées pour s'introduire pour un attaquant et puis pour propager une attaque. Une attaque peut se répandre automatiquement sur le réseau, évidemment. Vous allez dans un nouveau pays, vous pouvez devenir, votre entreprise, la cible d'intelligence économique étatique ou d'un concurrent. Donc, on peut être intéressé par du vol de données, le vol de vos secrets de fabrication, de vos savoir-faire. Et puis, vous êtes dans certaines géographies, vous subissez des conflits géopolitiques, des attaques étatiques, CF, la Belgique cette semaine, l'Ukraine il y a quelques années avec la fameuse attaque cyber NotPetya. Et là, vous êtes en fait une victime collatérale d'attaques potentiellement géopolitiques sur lesquelles vous ne pouvez pas grand-chose. Donc tout ça, c'est des choses aussi qu'il faut avoir en tête, il faut s'en prémunir. Encore une fois, c'est des risques qu'il faut identifier, cartographier et traiter en fonction du niveau de criticité. D'abord, donc je ne vais pas revenir sur toutes les mesures de sécurité d'un système d'information, mais globalement, vous savez que vous êtes dans une géographie où il y a des risques. Qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de protection? Peut-être que cette entreprise, ce partenaire, vous pouvez ne pas la mettre sur le réseau interne de l'entreprise sans aucune sécurité, mais la mettre dans une zone où vous allez segmenter son système d'information, protéger vos autres secrets de fabrication par rapport à son domaine d'intervention, isoler en termes de système d'information, être capable de mettre un partitionnement, une segmentation réseau, filtrer les flux, gérer les accès, protéger les données. Votre partenaire, votre filiale n'a peut-être pas besoin d'avoir accès à toutes vos affaires, toute votre base client, tous vos secrets de fabrication. Il faut gérer les droits, cloisonner, etc. En termes de détection des attaques, vous pouvez mettre en place, en fonction des risques, des mesures. Est-ce que quelqu'un de la filiale accède à des données auxquelles elle n'a aucune raison d'accéder? Est-ce qu'elle consulte, extrait ma base prospect? Est-ce que j'ai des signaux de compromission d'attaques cyber qui se répandent sur le système d'information? En fonction des risques, mettre en place des mesures de détection. Ce n'est pas forcément des dispositifs très coûteux, ça peut être juste dans les journaux d'événements des applications, par exemple. Et puis sur la réaction, si vous savez que vous avez des géographies à risque, des choses qui peuvent arriver, vous pouvez aussi préparer la réponse
typiquement en se disant, en cas d'attaque, je coupe tout accès externe, tout accès Internet, j'isole les pays à risque, j'isole toutes mes filiales, je les coupe entre elles, ou j'isole mes secrets de fabrication, mon département R&D, je coupe son système d'information, il n'est plus accessible d'aucun réseau. Tout ça, évidemment, en fonction des risques. C'est des choses qu'il faut construire, tester, organiser pour que ça se déclenche assez facilement, mais qu'il y ait aussi un retour arrière, parce que si on ne l'a pas, ça peut être très, très néfaste de tout couper si on n'est pas capable de rétablir, évidemment. Donc, c'est des choses qui se construisent en fonction des risques et qui se testent ensuite dans le cadre de la gestion de crise. Voilà. Et dernier sujet sur la réglementation, là, évidemment, il y a plein de sujets. Donc, la cyber, c'est qu'un volet. Ce qu'il faut avoir en tête dans la réglementation, c'est que quand vous allez vers une géographie nouvelle, vous avez de la réglementation du pays d'où vous venez, donc on va de la réglementation française, et puis vous avez la réglementation du pays destinataire. Donc, je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'il y a en réglementation cyber, parce que déjà, je ne suis pas juriste, parce qu'on n'a pas le temps. Mais par exemple, si on parle de protection des données à caractère personnel et du RGPD, dont vous avez tous entendu parler, typiquement, vous allez dans une nouvelle géographie, vos données de salariés européens, vous ne pouvez pas les envoyer n'importe où. Et même juste les noms, prénoms, vous ne pouvez pas les envoyer n'importe où. Donc, vous avez un certain nombre de géographies dans lesquelles vous êtes à peu près libre. Donc, c'est notamment tous les pays soumis au RGPD, donc on va dire les pays européens pour simplifier. Et puis, vous avez tous les pays que la CNIL juge avec un niveau de protection adéquat. En gros, le même niveau de protection que ce que l'Europe doit mettre en place. Vous avez ensuite des pays où vous avez une adéquation partielle du niveau de sécurité. C'est par exemple l'exemple du Canada. Vous pouvez envoyer librement certaines données, mais pas toutes, en fonction de la typologie de données. Et puis, vous avez plein de pays, la plupart en fait, sur lesquels le niveau de protection n'est pas reconnu comme adéquat. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas transmettre des données ou les transférer là-bas. Ça veut juste dire que c'est à vous de le cadrer contractuellement avec un contrat de partenariat, des clauses de sécurité, des audits, etc. pour dresser votre cadre sécuritaire autour de cette gestion de données. Donc, rien n'est interdit, là, typiquement, mais à chaque fois, c'est à vous de construire plus ou moins de choses pour encadrer et sécuriser ce transfert de données. Évidemment, c'est un sujet, il y en a beaucoup d'autres. Il y a de la réglementation sur la cryptographie. Dans beaucoup de pays, on n'est pas libre d'amener, y compris en France, on n'est pas complètement libre en cryptographie, contrairement à ce qu'on croit. On ne fait pas n'importe quoi. On est relativement libre par rapport à d'autres pays. Mais dans certains pays, les solutions de chiffrement sont quasiment interdites ou vous devrez fournir les clés si on vous les demande, etc. Sur les données financières d'entreprise, vous avez un certain nombre d'exigences. Sur la transparence, sur les données bancaires, il y a des choses très, très différentes entre les pays et vous le savez. Bon, il existe énormément de réglementations. Là, c'est impossible d'avoir un listing complet. Donc, à chaque fois, vous devez faire une étude de la réglementation, évidemment, enfin vous et puis tous vos partenaires ADN West et IOC, bien sûr, aussi. Mais vous devez regarder tout ça et déterminer les mesures et ce qui est faisable en fonction du contexte sur la cybersécurité et sur le reste, bien sûr. Voilà, donc finalement, rien n'est impossible. Il existe des risques, mais comme dans toute situation. Par contre, c'est bien à vous d'identifier ces risques, de connaître en fonction de la situation le niveau de risque, d'apprécier tout ça, de construire une réponse adaptée en fonction du niveau de risque, en fonction de la réglementation, et puis de mettre en place les mesures de manière proportionnée en fonction du niveau de risque que vous jugez acceptable au final. Évidemment, il y a tout un volet sensibilisation des collaborateurs, on l'a vu dans la mobilité notamment, le collaborateur, comme sur beaucoup d'aspects de la sécurité, est un élément clé de la sécurisation globale. Mais voilà, donc développez-vous à l'international et puis faites attention à tout ça. Et évidemment, tout ce qu'on évalue à un instant donné, ça peut évoluer, notamment la réglementation, mais aussi évidemment le niveau de risque, votre exposition en fonction de l'actualité locale du nouveau pays. Donc c'est quelque chose qui doit être revu régulièrement et puis adapté en conséquence et en fonction de l'évolution du contexte. Merci Laurent, c'était super complet. Je pense que c'était très intéressant et chacun s'est projeté dans des situations de mobilité où il s'est dit tiens, est-ce que là je ne me suis pas mis en risque, etc. Donc moi je comprends et j'aime bien ta synthèse que au final le sujet de la cybersécurité, qu'il s'agisse d'international ou pas, c'est de la gestion de risque. Il faut les évaluer et apporter une réponse proportionnée. Et c'est valable aussi dans le vignoble nantais ou même en Vendée, parce que je vois la remarque de Christophe Chapelle dans le chat. On a vu des Fleury Michon, des Beneteau qui ont subi des grosses attaques comme bon nombre. Donc la cybersécu et la cybercriminalité, elle peut sévir un petit peu partout. Est-ce que vous avez une ou deux questions pour Laurent ? Je vous rappelle que l'objectif de Laurent n'était pas de vous faire peur, surtout pas. Non, il ne nous a pas fait peur du tout, d'ailleurs. Mais est-ce que tu as un exemple, Laurent, de choses que tu, sans citer évidemment de nom de qui que ce soit, mais d'attaques qui a pu être un peu embêtante récemment et
quelle action proportionnée a pu être prise pour contrecarrer ça? Typiquement, des sujets qu'on voit régulièrement, c'est lors des passages de frontières dans certains pays, hein, les PC qui peuvent être demandés, conservés, etc. Donc, des choses qu'on met en place chez nos clients, mais même qu'on s'applique à nous-mêmes dans le cadre d'activités sensibles, gestion de crise, audit de sécurité, etc. C'est la question des PC banalisés. C'est des choses qu'on utilise pour éviter une surexposition des données de l'entreprise, des matériels. Donc, ça, c'est quelque chose voilà, c'est des choses qui arrivent sur un volet très concret sur la mobilité. Après, d'autres choses qui se sont passées, c'est tout ce qui est autour de l'intelligence économique, des partenaires internationaux qui font miroiter une vraie offre de partenariat pour s'approprier le savoir-faire et donc piquer la matière de l'entreprise en faisant des abus de droit, téléchargeant progressivement les données ou faisant monter en compétence leurs opérationnels sur les sujets de fabrication d'entreprise pour ensuite cesser le partenariat et recréer une activité sous un nouveau nom d'entreprise. C'est des choses qui se sont vues, c'est dans des exemples publiés par exemple par la DGSI, c'est des choses qui se voient. Donc, quand on se développe à l'international, voilà, dans certains pays, on est exposé clairement à des risques de concurrence déloyale et de vol de savoir-faire français sur plein de sujets. Donc, ça, Merci Laurent. On a pris quelques minutes de retard, pas beaucoup, mais quelques minutes. Est-ce que vous avez une dernière question pour Laurent? Non, personne n'a peur. Personne n'a peur. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, je vois un commentaire, enlever le disque dur de vos ordinateurs avant de passer les douanes. Oui, mais il faut le remettre après. Enfin, oui, je comprends. Eh bien, écoutez, on va passer la parole à Gaël Brisson. Et puis là, on a parlé de voyager. On était un peu dans la théorie, mais je pense que Gaël va nous amener un petit peu dans la pratique à travers ses illustrations et un nouveau modèle original, parce que on te connaît pour être un serial entrepreneur, mais là, tu es en mode start-up, Gaël. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Ben voilà, je suis accueilli, c'est sympa. Accueilli par le chien de Laurent. Bon, ça va. Bon, écoutez, bonjour à tous, je suis ravi d'être là déjà. Moi aujourd'hui, je vais vous parler d'Hollyworking, donc qui est une start-up, effectivement, comme tu le disais, France. Ah, Gaël. Il est où, Gaël? Alors, on a perdu Gaël. Il est au Cap ou à Bali? Startup FM. Ouais, puis alors, du coup, il vient de se faire cyberattaquer. Je suis un petit peu embêté parce que pour le coup, j'ai un petit peu peur d'avoir survendu. Est-ce que tu nous entends, Gaël? Gaël, est-ce que tu nous entends? Ah bah voilà, il s'est fait cyberhacker. C'est sympa ça, Jean-Pierre et Christophe. Écoutez, ce que je vous propose, le temps que Gaël se reconnecte, on va voir. Je vous propose d'attendre juste 30 secondes qu'il se reconnecte. Si ça marche bien, on y va. Si ça ne marche pas, à ce moment-là, peut-être que Jeanne, à ce moment-là, tu pourras reprendre. Ouais, je suis de retour. Ah, voilà Gaël. L'effet présentation, comme d'habitude. C'est ça, c'est Laurent Guillet qui a essayé une cyberattaque qui a bien fonctionné. Allez, on te redonne la parole. J'apprécie. C'est parti. Bon, je vous disais que j'allais vous présenter Hollyworking. Et d'abord, en quoi cette solution pourrait permettre de développer la culture de l'international au sein de vos équipes. Et puis également, parce que le sujet, c'est le Covid en ce moment, en quoi le Covid est à la fois un frein et à la fois un accélérateur. Alors vous allez me dire comment c'est possible en même temps, ça, d'accélérer et de freiner. Je vais d'abord vous présenter le sujet, puis vous allez vite comprendre. Donc, au départ de toute société ou toute start-up, il y a une idée ou il y a une conviction, et la mienne, c'est
en fait que l'international fait grandir chacun d'entre nous. Enfin, je pense qu'on est, si vous êtes là autour de la table, c'est que vous avez tous des expériences à l'international. Et moi, mes expériences, c'est que ça m'a fait grandir, ça m'a développé à titre personnel, et j'ai pu acquérir des compétences qui sont extrêmement intéressantes et importantes au niveau professionnel. Donc, j'ai par ailleurs, en tant que chef d'entreprise, vécu des cas où j'avais des collaborateurs qui venaient me voir, qui voulaient partir 6 mois, 1 an, faire un tour du monde ou découvrir, qui avaient envie d'ailleurs, mais ma boîte qui ne fait pas d'international. Gaël, on t'entend assez mal. Je te propose de couper ta vidéo. C'est fait. N'avaient pas l'opportunité de leur et donc je me suis dit mais comment on peut concilier c'était de dire bah oui si mon gars c'est mieux. Okay. L'idée était de proposer effectivement une solution qui permette de continuer l'activité de la boîte sans que le départ d'un collaborateur perturbe finalement son activité habituelle. Donc, on a créé Holyworking sur ce principe-là, finalement, qui est un peu à la convergence de tout un tas de vécus personnels et d'expériences professionnelles. Finalement, on a abouti à la notion d'Holyworking et d'Holyworker. Donc, Holyworker, c'est quoi? C'est la possibilité d'aller découvrir le monde et ses richesses, de découvrir les autres et l'ailleurs, tout en continuant à travailler pour son entreprise, et je dirais télétravailler pour son entreprise. Donc, on est sur des périodes courtes, 6 mois, 1 an, et on a pour perspective d'ouvrir 5 pays au départ, très prochainement, évidemment, dès que les frontières vont pouvoir réouvrir. Voilà, et ça, c'est sans surcoût pour la société du Holyworker. Donc, on va voir comment. Donc, il y a deux promesses, puisque c'est un triptyque entre le Holyworker, sa société qu'on a nommée la Holy Company, et évidemment, Holyworking. Donc, pour le Holyworker, vous l'aurez compris, c'est évidemment la possibilité d'aller découvrir le monde et de nouvelles cultures, et chacun ira chercher un petit peu ce qui lui plaît. Mais avec, je dirais, un cadre à tout ça, qui est d'abord le fait d'avoir une solution packagée, validée par des avocats et sécurisée pour l'employeur et pour le collaborateur. Donc, une solution packagée qui permet de retrouver son job, finalement, à son retour de cette expérience qu'on veut la plus sympathique possible. Alors évidemment, on propose en tout cas des destinations qui vont répondre à un petit peu toutes les envies, que ce soit seul ou en famille, à ce sujet-là. Et notre job à nous, c'est d'accompagner le Holyworker, évidemment avant le départ, avec toutes les démarches qu'il peut y avoir à faire et s'assurer que ce soit le plus fluide possible, et également à l'arrivée, côté administratif, bien sûr, mais également pour mettre à disposition un environnement de travail qui soit le plus pro possible, avec un coworking, donc un cadre de travail propre, adapté, et puis également favoriser l'immersion culturelle au travers du tissu associatif local. Côté salaire, on lui promet 80-100% de son salaire net, c'est plutôt près de 100 que de 80 d'ailleurs. Voilà. Pour ce qu'on promet au Holyworker. Je pense qu'on est en train de te perdre. Qui en général. Allô Gaël, je pense qu'on est en train de te perdre, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On va laisser Gaël se reconnecter. Évidemment, l'envie d'un petit slide. France, tu peux me confirmer? Je te confirme qu'on t'entend mal. Gaël, je te confirme qu'on t'entend assez mal, si tu m'entends.
Bon, bah, écoutez, je pense que c'est le décalage horaire, effectivement. Je ne sais pas où est Gaël, peut-être qu'il répondra à nos questions-réponses tout à l'heure. Pauline, je te propose de passer peut-être au slide suivant. Donc, en fait, juste pour conclure sur Holyworking, c'est l'idée de vous présenter ce sujet-là, c'était de vous montrer qu'il existe des initiatives entrepreneuriales sur le territoire et que ces initiatives, voilà, elles apportent des nouveaux modèles. Alors là, effectivement, avec la partie Covid, malheureusement, Gaël et son entreprise, ils n'ont pas pu envoyer encore le premier collaborateur, même s'il y en a plusieurs qui sont déjà identifiés pour partir. Mais le développement du télétravail et la capacité à réaliser du télétravail sur des durées 6 mois, 1 an, ça devient une réalité. Et effectivement, le modèle économique est assez original parce que vous l'avez compris, enfin je l'espère, avec la qualité audio, mais l'idée c'est que effectivement le modèle économique, avec le delta de charges sociales qui ne sont pas, qui ne sont plus payées en France, et bien du coup sur ces destinations, les couvertures sont prises en charge pour un modèle plus intéressant. Donc je ne sais pas si Gaël, tu es revenu. Je suis revenu, toutes mes excuses évidemment. Franz, je t'ai bien briefé parce que tu vois, tu aurais presque pu continuer tout seul. Ah, tu vois, je connais le sujet, ouais, effectivement. Bon, on te laisse 2 minutes pour conclure, peut-être, du coup, parce que le temps est passé. Donc, vous avez compris le principe de Striptease, Holyworker, Holy Company et Holyworking avec un cadre contractuel adapté pour permettre à vos collaborateurs de partir en télétravail à l'international. Je dirais juste un mot sur finalement les freins, les accélérateurs du Covid. Alors évidemment, on a lancé la boîte en août. Plein Covid, quoi. Donc, on s'est évidemment posé des questions. C'est le moment, c'est pas le moment, etc. Bon, après, l'expérience montre qu'il ne faut pas s'arrêter, hein, il faut s'adapter à l'environnement, c'est la vie du chef d'entreprise. Donc, il y a toujours des aléas. Donc, on a décidé d'y aller. Mais évidemment, en ce moment, c'est un frein puisque on ne peut pas envoyer nos Holyworkers à l'international, frontières fermées, plus évidemment une problématique de passeport vaccinal, disponibilité des vaccins. Et en même temps, c'est un accélérateur parce que le Covid a montré un réel développement du télétravail et une adhésion massive. Ce qui était au préalable, je dirais, l'exception du télétravail 100% à domicile, s'est révélé finalement quelque chose de très praticable pour tout un tas de fonctions. Et finalement, on pense que ça a donné un formidable boost au concept de télétravail à 100%, donc qu'il soit fait à 100 km, 300 km ou 3000 km. Finalement, la barrière, elle est plutôt psychologique dans ces moments-là, ou dans ces cas-là. Et Holyworking, finalement, se positionne comme une vraie solution entre le détachement et l'expatriation. C'est un vrai modèle RH innovant qu'on a créé, qui permet bien ce compromis de conservation de la mission à distance, tout en télétravaillant dans un endroit adapté. Donc, je vais conclure sur ces mots-là, où le Covid, finalement, il faut l'accepter et puis il faut profiter potentiellement de ce qui peut amener de bon en termes de résilience. Merci Gaël. Est-ce que du coup, vous avez une ou deux questions pour Gaël sur ce nouveau modèle pour contribuer à un développement à l'international? Alors, moi, j'ai une question, mais tu vas penser que je fais semblant, Franz, mais je n'ai pas du tout préparé. Mais comme j'ai reçu Gaël il y a très, très longtemps, quasiment au début de son projet, et j'avais trouvé ça intéressant, je voulais juste savoir, et que j'ai peut-être un manque d'informations sur là où il en est. Bon, il nous a bien expliqué, mais dans ton plan, parce que ce qui est quand même vraiment intéressant, c'est de pouvoir proposer une solution à des gens, soit des gens de ton équipe qui auraient envie de bouger tout en les gardant quand même on board. Hein. Mais tu avais prévu un plan de développement sur certaines zones en particulier, certains pays. Je me rappelle l'Afrique du Sud, l'Indonésie. Ouais, alors. Quel est ton plan et qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains mois, prochaines années? Parce qu'évidemment, on va se déconfiner. Ça, c'est sûr.
La cible, c'est d'ouvrir des destinations, évidemment, le plus possible. Là, on en a 5 en cible qui vont ouvrir en fonction des contraintes, hein, principalement sanitaires. Donc, on a l'Afrique du Sud qui a le bénéfice d'être sur le même fuseau horaire que la France. On a l'île Maurice qui n'est pas très loin, on a le Mexique, on a la Nouvelle-Zélande et on a Bali en Indonésie. Voilà, donc c'est plutôt des destinations et finalement qui font rêver parce que ça reste au choix du collaborateur, hein. C'est un projet personnel qui doit être porté par lui, voire sa famille, et en même temps en adéquation avec son projet professionnel. Donc, et plein d'autres pays à ouvrir, mais voilà, il faut qu'on démarre d'abord avec ce début de catalogue. Et Mexique, c'est où exactement? Alors, c'est à Mérida. C'est dans le Yucatan. Yucatan. Oui. Ouais. Intéressant. Une question d'Arnaud. Bali, ça serait adapté pour tous les salariés d'ADN Ouest? Oui, probablement. Pas de problème, merci, je vous accompagne. Ouais, merci Arnaud pour cette proposition. Arnaud, vous l'aurez compris, qui est directeur des opérations chez ADN Ouest, et Pauline qui surenchérit, évidemment. Est-ce que vous avez une autre question pour Gaël? Quel type de cadre? Alors, aujourd'hui, le modèle, je reprends la question de Gaëtan. La solution est ouverte à tous les collaborateurs qui ont une mission compatible avec le télétravail et qui, pour le moment, sont en droit privé. Donc, on n'a pas la solution pour les indépendants ou pour le public, mais pour tous les acteurs de la fonction, une société privée, ça roule, ça tourne et c'est validé. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il n'y a pas que des cadres, hein, d'ailleurs. Bon, merci beaucoup Gaël, parce que ça nous donne encore un éclairage un petit peu différent. Alors, tout à l'heure, je crois que c'est Pascal qui posait la question à Denis de dire comment tu as trouvé justement les aides. Alors, certes, il y a les réseaux, mais il y a aussi des acteurs qui sont là pour nous aider, entre la Team France Export, voilà, CC International, IOC, la région, etc. Il y a beaucoup d'acteurs, les Business France. Après, il faut les trouver. Donc, je vous propose de passer rapidement la parole à Jeanne, qui va se présenter et qui va nous dire comment elle peut nous et vous aider. Juste en introduction, vous faire part d'une petite anecdote, mais moi le premier, avec des adhérents ADN, on avait participé à une mission économique sur l'Afrique de l'Ouest, donc la zone où intervient Jeanne, je crois que c'était il y a 2 ans, à la fois au Sénégal et en Côte d'Ivoire, avec des entrepreneurs qui sont revenus avec des contrats commerciaux. Et du coup, quelques semaines après, j'ai un adhérent ADN Ouest, une école, EPSI, que je peux vous citer, dont le patron me dit, tiens, j'ai vu sur les réseaux sociaux que tu avais participé à telle mission à Abidjan au Sénégal. J'ai un peu dans mon tête de développer une antenne de l'école au Sénégal. Est-ce que tu n'aurais pas les contacts, etc., etc. Donc, j'ai fait les mises en relation, etc., etc., justement avec l'envoyé spécial qui t'a précédé, Jeanne. Et puis, j'ai pu entendre parler de l'affaire. Et puis, quelques mois après, je me rappelle, c'était à Nantes Digital Week, je recroise le patron de l'EPSI. Je lui dis, ça en est où? Et il me dit, écoute, on a ouvert et on vient de lancer une première promo en septembre. Il y a 1 an et quelques. Donc voilà, donc du coup, ça veut dire que ça marche, ça veut dire qu'il y a des gens et des acteurs locaux qui peuvent vous aider et qui peuvent transformer vos idées en projets et projets concrets. Donc Jeanne, voilà, je t'ai fait le teasing, maintenant tu peux y aller, je te laisse la parole. Oui, merci Franz. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Jeanne Martel et comme l'a dit Franz, en fait je suis l'envoyée spéciale de la région des Pays de la Loire en Afrique de l'Ouest depuis septembre dernier. Donc je suis basée à Abidjan dans les bureaux de Business France. Et en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif, il a été mis en place par le Conseil régional il y a 3 ans. En fait, c'est une convention de partenariat avec Business France en fait. Et en fait, on est plusieurs envoyés spéciaux sur différentes zones.
Et donc, on est vraiment au service des entreprises, mais pas que des entreprises, aussi, notamment sur la zone Afrique, des établissements d'éducation supérieure, des ONG et des collectivités pour les accompagner à l'international. Donc, les 5 envoyés spéciaux, il y en a une, Yannine, qui est basée à Chicago en Amérique du Nord, Michael qui est basé à Londres pour l'Europe du Nord, et 2 nouveaux envoyés spéciaux qui viennent d'être embauchés pour un remplacement sur la zone Asie, qui sont basés à Hong Kong et Ho Chi Minh. Donc en fait, nous, on travaille vraiment aux côtés de la Team France Export, donc de Business France, de BPI, des conseillers internationaux dans les chambres de commerce. Et il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter pour tout type de questions. En fait, on est vraiment la porte d'entrée. Tout à l'heure, on nous posait une question sur les aides, notamment régionales. Nous, on les connaît bien et on vous redirige vers les bonnes personnes pour vous les détailler. Donc, on fait beaucoup de mise en réseau. Donc, chaque envoyé spécial travaille différemment sur sa zone, puisque les marchés, les cultures sont spécifiques à chaque zone. Mais c'est vrai que moi, par exemple, sur la zone d'Afrique, je fais particulièrement un peu plus d'accompagnement de proximité, puisque ce n'est pas forcément la zone qui est priorisée par les entreprises et les PME par rapport à l'Europe et à l'Amérique du Nord. Donc, on a un petit peu moins de demandes. Donc, on essaye de mieux les accompagner, puisque ces marchés, quand les entreprises ne les connaissent pas, on a vraiment besoin d'être bien accompagnés. Notamment pendant la crise sanitaire, on essaye de suivre et d'accompagner les projets, puisque les entreprises et les chefs de projet ne peuvent pas se déplacer sur zone. Donc, s'il y a des blocages, etc., nous, on est sur le terrain et on peut organiser des visios, aller chez les acteurs et débloquer certaines situations. Pour vous donner aussi d'autres exemples de ce qu'on peut faire, on fait, selon les demandes qu'on a, on peut faire quelques études de marché, identifier les opportunités d'affaires sur la zone et les relayer. C'est vrai que nous, on aime bien être contactés par les différentes entreprises, connaître les projets, les activités et les attentes, pour que nous, en fait, sur place, on puisse se renseigner et être des relais d'information pour les entreprises de la région. Sinon, on suit aussi, il y a beaucoup de dispositifs de la région qui sont mis en place sur les zones. Pour la zone Afrique, il y a des dispositifs boosters pour booster la prospection des entreprises sur la zone avec Business France. Et très récemment, il y a un groupement export Afrique de l'Ouest qui a été créé pour accompagner des entreprises, mais plus dans la phase développement commercial, qui sont déjà matures, mais pour les accompagner à se développer davantage. Et puis je finirai aussi par le fait que on organise, comme France avait dit, des missions collectives, des learning expeditions. Et ça permet que les entreprises soient primo-exportatrices ou plus matures, de les accompagner sur le terrain avec une délégation de la région pour les aider dans leur prospection ou leur développement commercial. Donc voilà un petit peu pour ce qu'on fait. Après, je voulais vous citer un exemple d'une entreprise que mon prédécesseur avait accompagnée et que je continue d'accompagner, pour vous donner un petit peu un exemple concret d'un accompagnement qu'on a fait, qui s'est révélé être on peut appeler ça une success story. Je voulais vous parler de l'entreprise Zenbus, que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une PME qui est basée à Nantes et qui a une vingtaine de salariés. C'est une PME qui est spécialisée dans le secteur du transport collectif et en fait qui opère dans les solutions de localisation des transports collectifs et qui est au service des collectivités, des exploitants et des voyageurs. Et en fait, fin 2019, le business développeur de cette PME a pris contact avec l'ancien envoyé spécial de la zone Afrique, car il voulait un petit peu prospecter à l'Afrique de l'Ouest. Il s'est dit qu'il y avait des opportunités pour lui, et notamment en Côte d'Ivoire. Donc l'envoyé spécial aux côtés de Business France l'a accompagné à rencontrer plusieurs acteurs dans le secteur du transport collectif. Et quelques mois après, ils ont réussi à mettre en place un premier projet sur des navettes fluviales.
Et ensuite, quelques mois plus tard, en fait, l'envoyé spécial qui connaît bien les différents dispositifs pour aider les entreprises à se développer sur la zone leur a parlé du financement FASEP, qui est financé par la direction du Trésor à Paris. Donc le FASEP, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fonds d'études et d'aide au secteur privé, et ça permet aux entreprises qui ont des solutions innovantes de pouvoir les tester à l'étranger et de mettre en place un démonstrateur pour pouvoir faire ses preuves dans un pays. Et ensuite, si la solution est pertinente pour un ministère, etc., ça permet ensuite d'avoir une belle référence sur la zone et se développer davantage. Et donc, suite à cette idée de mettre en place un projet FASEP, l'envoyé spécial a aidé l'entreprise à rencontrer une personne au ministère avec une société de transport. Et on va dire que 6 mois après, le dossier du FASEP avait été octroyé. Et en fin d'année dernière, l'entreprise a pu commencer à Abidjan à lancer son démonstrateur, qui va durer 1 an. Et moi, aujourd'hui, je continue à l'accompagner dans on va dire, dans le développement de son FASEP et de son projet pour voir après le démonstrateur quelles pourront être les pistes de développement en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, parce que l'objectif du FASEP, c'est ensuite de pouvoir, par exemple, si ça marche bien, répliquer la solution dans un autre pays de la zone. Donc voilà, c'était un exemple d'accompagnement. Voilà, comme il peut y en avoir d'autres, mais on a souvent des entreprises qui nous sollicitent pour savoir si leur solution, par exemple, est adaptée au marché ou pas. Et dans ce cas-là, si on ne sait pas, parce qu'on travaille, les envoyés spéciaux sont multisecteurs, mais on n'est pas des experts sectoriels, on ne fait pas que de l'accompagnement individualisé. Mais c'est pour ça qu'on essaye de beaucoup travailler nos réseaux sur place pour mettre en relation et apporter des solutions et des conseils par la suite. Donc voilà, n'hésitez pas à faire appel à nous si besoin. Merci Jeanne. Alors, il y a 2 questions là dans le chat. Je vais peut-être commencer par la deuxième, parce qu'à la fois on parle d'aides qui sont apportées aux entreprises pour leur développement à l'international. Et puis à la fois, effectivement, du coup, si on te contacte, en gros, si tu dois travailler sur le dossier d'une entreprise, c'est payant, c'est pas payant. Et donc, Cécilia nous dit, c'est quoi le coût de la prestation? J'avais contacté Business France, mais c'était payant et puis assez cher. Donc, peut-être que c'est au cas par cas, mais est-ce que tu peux nous éclairer sur cette partie-là? Alors, je confirme, c'est vraiment au cas par cas. Nous, envoyés spéciaux, on est vraiment à la disposition de la région, donc on travaille gratuitement. Mais par contre, voilà, on travaille aux côtés de la Team France Export, et notamment on est hébergé dans les bureaux de Business France. Donc, on a chacun de nos missions. Et pour donner un exemple très concret, c'est vrai que c'est Business France qui s'occupe de tout ce qui est prospection commerciale pour les entreprises. Donc moi, en fait, si une entreprise me contacte pour avoir quelques contacts de clients ou des prospects sur la zone, moi, dans mes connaissances, je vais peut-être pouvoir lui donner 1 ou 2 contacts. Mais si elle veut vraiment faire une prospection de fond, moi, je vais la renvoyer vers Business France, qui est spécialisé là-dedans. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque prestation de Business France est souvent, même pratiquement tout le temps, subventionnée par la région à 50%. Donc franchement, moi, pour avoir vu un petit peu les résultats après des prospections par Business France, en tout cas, j'ai trouvé que le prix n'était pas si cher comparé aux résultats, les prospects trouvés et les projets qui sont sortis derrière. Et donc, je pense qu'il faut bien se renseigner sur les aides qui peuvent être apportées pour ça évolue. Elles ont augmenté suite aux relances du plan export. Donc, voilà ce que je peux répondre, mais après, c'est vraiment du cas par cas. Moi, je peux complémenter là-dessus. On a utilisé à Barcelone la Team France Export justement pour l'implantation de notre filiale Espagne. Il y a eu plus de 50% pris par la région, effectivement, sous forme de subvention. Le reste à charge pour une mission de 12 à 13 jours d'accompagnement était de 3 000 euros. Donc, le ratio prestation-qualité de ce qu'on en a tiré était vraiment très bon. En plus, l'équipe Barcelone a super bien bossé. Nous, on en est ravis.
Ah, super, Denis. Bah, c'est une belle illustration. Peut-être avant de passer à la conclusion et éventuellement une ou deux autres questions, Cécile a demandé aussi s'il y avait dispo en Amérique latine, j'imagine, peut-être un envoyé spécial donc non, pas d'envoyé spécial en Amérique latine, mais est-ce que du coup vous avez des contacts sur cette partie du monde? Alors c'est en fait Yannine qui est basée à Chicago pour l'Amérique du Nord, mais alors Amérique latine, je ne sais pas quel pays intéresse la personne qui a posé la question, mais elle est aussi beaucoup sur le Mexique. Elle a des origines mexicaines d'ailleurs. Et sinon, après, je sais qu'il y a un club IOC sur l'Amérique latine aussi, qui permet d'avoir des contacts. Mais non, il n'y a pas d'envoyé spécial sur cette zone spécifique. J'adore quand Jeanne fait mon boulot. Merci. Ouais, ça c'est quand même pas mal. Donc la réponse c'est IOC et je vois que plusieurs personnes présentes là ont des contacts, comme quoi le réseau ça fonctionne, qu'il s'agisse du Mexique, du Brésil ou d'autres pays, quoi. Est-ce que vous avez une dernière question pour Jeanne? Et Martine, effectivement, précise qu'il y a des clubs géographiques IOC qui soient effectivement sur l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Amérique latine. Il s'agissait de la Colombie, Cécilia. D'accord. On a des entreprises de la région actives en Colombie. Moi, je fais beaucoup de mise en relation avec nos acteurs de la région qui ont des projets en Colombie. On a des FASEP, etc. Super. Bah, en tout cas, de toute manière, le support que vous voyez actuellement, là, je ne sais plus, mais le dernier slide, vous aurez tous les contacts. Soit vous les prenez en note. De toute manière, on vous enverra le support. Le replay sera disponible dans les jours qui viennent. Donc, il n'y a pas de souci. On avait dit qu'à 19h15, Monsieur Stéphane, on attaquerait la conclusion. On est pas mal. Hein. On est pas mal, hein. Pour pas faire trop long, écoute, je vais te laisser commencer pour ce mot de conclusion, si ça te convient. Eh bien, ça me convient tout à fait. Merci beaucoup. Merci de me laisser un peu le temps. Bah, écoute, je voudrais conclure en rappelant que merci déjà. C'était hyper intéressant. Les intervenants avaient des choses à dire et surtout, on a beaucoup entendu Gaël, donc c'était bien. Non, c'est pour la blague. Merci. Oui, je t'en prie. En toute état de cause, l'IOC pourra. Je me félicite encore de cette réunion parce que c'était intéressant. Je vois que c'était intéressant parce que notre président Bruno Voisard était là et bonjour Bruno. Chiara également, Chiara Danieli, dont je préciserai qui organise un événement un peu plus tard, et également Pierre. Le Club Afrique, Pierre Peignet, qui est notre spécialiste de l'Afrique. Ça, c'est bon, ça. Et maintenant, c'est Laurent qui bug. Là, j'ai le droit de charger. Bien joué, Gaël. La vengeance. Ça, c'est pas mal. Hein. Ah bah, on a quand même des petits soucis de connexion. Vivement qu'on puisse reprendre le présentiel. Hein. On est d'accord que tout le monde m'entend bien, moi, pour le coup? Oui. Oui, c'est tout bon. Oui. Ok, c'est tout bon, quoi. Bon, écoutez, le temps que Laurent, du coup, se reconnecte, parce que là, il doit être en train de parler tout seul, il doit être à fond dans sa conclusion, c'est clair. Du coup, oui, merci beaucoup à tous les intervenants, parce que du coup, je pense que c'était assez varié. On voit bien que l'intérêt, c'est quand même de faire ensemble, et puis n'oubliez pas que, justement, comme Martine le disait, IOC a tous ces clubs pays à votre disposition. À nouveau, merci aussi pour ceux qui ont passé du temps à organiser, notamment Pauline d'ADN Ouest, Martine, etc. Juste un petit mot, effectivement, dans quelques semaines, on vous invitera probablement à consulter les conclusions de l'étude et de l'enquête internationale d'ADN Ouest, et en partenariat avec IOC évidemment, pour pouvoir vous inspirer. Et puis, on va essayer de donner envie, hein, c'est notre objectif, donner envie grâce aussi à vos témoignages aux adhérents ADN de se développer à l'international.
Alors, vous voyez ici un petit klaxon où vous pouvez vous connecter, que ce soit avec l'URL et le lien et le mot de passe, ou bien le QR code. Vous avez juste un petit pseudo et puis à renseigner, et puis vous pourrez donner vos éléments de satisfaction sur cet événement. Et puis quand même citer, on en parlait avec Martine, que je ne sais pas si c'est l'événement de l'année, mais en tout cas, c'est un des grands événements marquants de l'année sur l'international, sur notre territoire. C'est l'International Week, qui, je n'ai pas noté les dates, mais qui aura lieu traditionnellement sur septembre ou octobre. Martine, si tu es avec nous, je veux bien que tu précises les dates pour que tout le monde ait en tête un petit peu ce temps. Martine, oui, les dates oui, International Week. merci. Je peux dire quelques mots donc, sur le club déjà. C'est vrai qu'IOC, c'est le club export, vous l'avez compris, en région, hein, piloté par des chefs d'entreprise. Et pour votre info, nous nous adressons à toutes les entreprises, hein, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. Et bien entendu, IOC est ouvert à tous les collaborateurs de l'entreprise et nous avons différentes actions selon évidemment les fonctions. Donc, le club dirigeant, nous avons des clubs pays, on a un club achat et plein de workshops sur différentes thématiques, les finances, la logistique ou les achats. Et aujourd'hui, IOC, c'est 250 entreprises puisque, en fait, Vendée International et Mayenne International nous ont rejoints. Voilà, donc en fait, on est dans une dynamique collective, hein, comme ADN, et nous favorisons bien sûr le réseau et les contacts avec la team, le conseil régional. Alors juste, moi, je voudrais dire quelques mots sur deux actions phares d'ici fin juin, et je vous invite à y participer, hein, c'est l'occasion pour vous de découvrir le club. On a d'abord la journée des clubs le 4 juin, d'ailleurs avec une plénière sur le digital, suivi de nos différents clubs, donc sur l'Europe, l'Afrique, l'Asie, Amérique du Nord et Amérique latine. Et puis, je vous invite aussi à retenir la date du 17 juin après-midi. On fera en fait tout un temps de réflexion sur les nouvelles frontières, les nouveaux horizons, les nouveaux liens autour d'éminents intervenants. On aura André Comte-Sponville, on aura un géopolitologue, Denis Deschamps, entouré d'industriels comme François Pénaud, Yann Maslow de Beneteau ou encore Bruno Bouygues de GIS. Voilà. Et puis comme je le disais à l'instant, nous organisons International Week avec bien sûr l'équipe de la team. Donc, c'est la dernière semaine de septembre avec la journée à Nantes le 30 septembre. Voilà, donc bienvenue à vous à ces événements. Merci Martine. Eh bien, écoutez, on a respecté le timing. Côté ADN Ouest, eh bien, si vous vous intéressez à l'international, on est là et surtout IOC aussi. N'hésitez pas à participer hein, pour goûter à IOC. Les deux clubs sont des clubs très amis, vous l'aurez compris. Eh bien, écoutez, Denis, non, je vais commencer par Jeanne. Jeanne, merci. Denis, Laurent et Gaël, merci beaucoup. Désolé pour les petits quicks techniques, mais je pense que Gaël, le message est passé. Et puis Laurent, bah, écoutez, Laurent est dans ses montagnes. Eh bien, la connexion a dû se couper. Voilà. Bah, écoutez, sur ces mots, merci beaucoup à tous. Et puis, passez une bonne soirée. Et à très bientôt. Merci à vous tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.